tout le monde, c'est Biscotte. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo soft spoken. Donc chuchotement à voix basse, où je vais vous lire un livre, du moins une partie d'un livre, une très petite partie. Et dans ce livre, vous pourrez trouver une histoire de fantasy, science-fiction. C'est le livre du Seigneur des Anneaux, l'intégrale donc, qui comprend les trois. Ce livre a été écrit par Tolkien, un grand écrivain. Je pense que vous connaissez tous le Seigneur des Anneaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un monde, la Terre du Milieu. Et en fait, tout a commencé il y a très longtemps, mais l'histoire est très longue, donc je vais m'en reporter au film et au livre, où on raconte l'histoire de seigneurs, nains, elfes, hommes, qui ont reçu des anneaux de pouvoir pour gouverner la terre. C'était des anneaux de pouvoir. Et ces anneaux de pouvoir, il y en a eu 9. Mais il y a Sauron, le seigneur des ténèbres, qui s'est créé un anneau en secret dans la montagne du destin. Cet anneau est plus puissant que les autres. Il lui sert à gouverner la terre du milieu. Alors, dans ce livre, on va découvrir ensemble comment on va réussir à défaire Sauron. C'est parti. Prologue. Des Hobbits. Ce livre traite dans une large mesure des Hobbits, et le lecteur découvrira dans ces pages une bonne part de leur caractère et un peu de leur histoire. On pourra trouver d'autres renseignements dans les extraits du livre rouge de la Marche de l'Ouest, déjà publié sous le titre Le Hobbit. La présente histoire a pour origine les premiers chapitres du livre rouge composé par Bilbon lui-même, premier hobbit à devenir fameux dans le monde entier. Il leur donna pour titre Histoire d'un aller et retour. Puisqu'il traitait de son voyage dans l'Est et de son retour, aventure qui devait engager tous les hobbits dans les importants événements de cet âge, ici rapportés. Mais maints lecteurs voudront sans doute en savoir dès l'abord davantage sur ce peuple remarquable. Certains peuvent aussi ne point posséder le premier livre. À l'intention de telles personnes, nous réunissons ici quelques notes sur les points les plus importants de la tradition hobbit. Et nous rappelons brièvement la première aventure. Les premiers hobbits sont un peuple effacé mais très ancien, qui fut plus nombreux dans l'ancien temps que de nos jours, car ils aiment la paix, la tranquillité et une terre bien cultivée. Une campagne bien ordonnée et bien mise en valeur était leur retraite favorite. Ils ne comprennent ni ne comprenaient, et ils n'aiment pas davantage les machines dont la complication dépasse celle d'un soufflet de forge, d'un moulin à eau
ou d'un métier à tisser manuel, encore qu'ils fussent habiles au maniement des outils. Même dans l'ancien temps, ils se méfiaient des grandes gens, comme ils vous appellent, et, à présent, où ils nous évitent avec effroi, il devient difficile de les trouver. Ils ont l'oreille fine et l'œil vif. Et s'ils ont tendance à l'embonpoint et ne se pressent pas sans nécessité, ils n'en sont pas moins lestes et adroits dans leurs mouvements. Ils ont toujours eu l'art de disparaître vivement en un silence quand des grandes gens qu'ils ne désirent pas rencontrer viennent par hasard de leur côté, et cet art, ils l'ont développé au point qu'aux hommes il pourrait paraître magique. Mais les hobbits n'ont en fait jamais étudié de magie d'aucune sorte. Et leur caractère insaisissable est dû uniquement à une habileté professionnelle que l'hérédité et la pratique, ainsi qu'une amitié intime avec la terre, ont rendu inimitable pour les races plus grandes et plus lourdes. Car ce sont de petites personnes, plus menues que les nains, ils sont moins gros et trapus, disons même s'ils ne sont pas vraiment beaucoup plus courts. Leur taille est variable et va de 60 cm à 1,20 m, selon notre mesure. Aujourd'hui, ils atteignent rarement 90 cm, mais ils ont diminué, disent-ils, et dans l'ancien temps, ils étaient plus grands. D'après le livre rouge, Bandobras Touk, le taureau mugissant, fils d'Isengrin II, mesurait 1,40 m et il était capable de monter à cheval. Il ne fut dépassé dans toutes les annales hobbits que par 2 personnages fameux de l'ancien temps, mais il sera traité de ce curieux sujet dans le présent livre. Quant aux hobbits de la comté, dont il s'agit dans ces récits, ils étaient, du temps de leur paix et de leur prospérité, de joyeuses gens. Ils se vêtaient de couleurs vives et affectionnaient particulièrement le jaune et le vert. Mais ils portaient rarement des chaussures, leurs pieds ayant la plante dure comme du cuir et étant revêtus d'un épais poil frisé, très semblable à leur chevelure, communément brune. Ainsi, le seul métier manuel qui fut peu en honneur de chez eux était-il la cordonnerie. Mais ils avaient les doigts longs et habiles, et ils savaient fabriquer bien d'autres objets utiles et agréables à l'œil. Leur visage était en règle générale plus aimable que beau, large avec les yeux brillants, les joues rouges et la bouche toute prête au rire, au manger et au boire. Et pour ce qui était de rire, de manger et de boire, ils le faisaient bien, souvent et cordialement, car ils aimaient les simples facéties en tout temps et 6 repas par jour quand ils pouvaient les avoir. Ils étaient hospitaliers et ils se plaisaient aux parties ainsi qu'aux cadeaux qu'ils s'offraient avec libéralité et qu'ils acceptaient avidement. Il est clair qu'en dépit d'un éloignement ultérieur, les hobbits nous sont apparentés. Ils sont beaucoup plus proches de nous que les elfes ou même que les nains. Ils parlaient autrefois la langue des hommes et, à leur propre façon, et leur goût était très semblable à ceux des hommes dans leurs inclinaisons ou leurs aversions. Mais il est impossible de découvrir aujourd'hui notre relation exacte. L'origine des hobbits remonte très loin dans les temps anciens, maintenant perdus et oubliés. Seuls les elfes conservent encore des annales de cette époque évanouie, et leur tradition ne concerne pratiquement que leur propre histoire, dans laquelle les hommes apparaissent rarement et où il n'est fait aucune mention des hobbits. Il est cependant clair que ceux-ci avaient, en fait, vécu tranquillement dans la terre du milieu durant de longues années, avant que d'autres n'eussent même conscience de leur existence. Et le monde étant après tout rempli d'innombrables créatures étranges, ce petit peuple semblait de bien peu d'importance. Mais du temps de Bilbon et de son héritier Frodon, ils devinrent soudain, malgré eux, importants et renommés,
et ils troublèrent les conseils des sages et des grands. Ces temps, le troisième âge de la terre du milieu, sont du lointain passé, et la forme de toutes les terres a été modifiée. Mais les régions où vivaient alors les hobbits étaient sans doute celles où ils demeurent encore, le nord-ouest de l'ancien monde, à l'est de la mer. De leur pays originel, les hobbits du temps de Bilbon ne conservaient aucune connaissance. Le goût du savoir, autre que la généalogie, était peu prononcé parmi eux, mais il restait encore quelques membres des plus anciennes familles qui étudiaient leurs propres livres et même rassemblaient les documents des anciens temps et des terres lointaines auprès des elfes, des nains et des hommes. Leurs propres archives ne remontaient qu'à l'établissement de la comté, et leurs légendes les plus anciennes ne se reportaient pas au-delà du temps de leur Odyssée. Il ressort néanmoins clairement de ces légendes du témoignage de leurs paroles et coutumes particulières que, comme maint autre peuple, les hobbits s'étaient dans un lointain passé déplacés vers l'ouest. Leurs plus anciens récits semblent entrevoir un temps où ils demeuraient dans les vallées supérieures de l'Anduin, entre les saillants de Verbois le Grand et les monts brumeux. On ne sait plus avec certitude pour quelles raisons ils entreprirent plus tard la durée et périlleuse traversée des montagnes et se rendirent en Eriador. Leurs propres récits parlent de la multiplication des hommes dans le pays et du nombre tombé sur la forêt, de sorte qu'elle devint ténébreuse et reçut le nouveau nom de forêt noire. Avant la traversée des montagnes, les hobbits s'étaient divisés en 3 branches quelque peu différentes: les pieds velus, les forts et les pâles. Les pieds velus étaient plus bruns de peau, plus petits et plus courts. Ils n'avaient pas de barbe et ils allaient sans chaussures. Ils avaient les mains et les pieds agiles et lestes. Ils préféraient les hautes terres et les collines. Les forts étaient plus larges, de conformation plus lourde. Leurs mains et leurs pieds étaient plus grands. Ils préféraient les terrains plats et les bords de rivières. Quant aux pâles, ils étaient plus clairs de peau et aussi de cheveux, et ils étaient plus grands et plus élancés que les autres. Ils aimaient les arbres et les terrains boisés. Les pieds velus eurent beaucoup de rapports avec les nains dans les temps anciens, et ils vécurent longtemps sur les contreforts des montagnes. Ils émigrèrent de bonne heure dans l'ouest, et ils parcoururent l'Eriador jusqu'au mont Venteux, tandis que les autres étaient encore au pays sauvage. C'était la variété la plus normale et la plus représentative des hobbits. De beaucoup la plus nombreuse, ils étaient les plus enclins à s'établir dans un endroit précis, et ce furent eux qui conservèrent le plus longtemps la coutume ancestrale de vivre dans des galeries et des trous. Les forts s'attardèrent longtemps sur les bords du grand fleuve Anduin, et ils craignaient moins les hommes. Ils vinrent dans l'ouest après les pieds velus, et suivirent le cours de la Sonnereau en direction du sud. Et là, ils furent nombreux à demeurer entre Tarbad et la frontière du pays de Dain, avant de repartir vers le nord. Les pâles, les moins nombreux, étaient une branche nordique. Ils avaient plus de rapports amicaux avec les elfes que les autres hobbits, et s'ils entendaient davantage au langage, et au chant qu'aux travaux manuels. Et jadis, ils préféraient la chasse à l'agriculture. Ils traversèrent la montagne au nord de Foncombe et suivirent la Fongrise. En Eriador, ils ne tardèrent pas à se mêler aux autres espèces qui les avaient précédés. Mais plus hardis et plus aventureux, on les trouvait souvent comme meneurs ou chefs de clan parmi les pieds velus ou les forts. Même du temps de Bilbon, on pouvait encore constater la puissante veine pâle dans les grandes familles, telles que les Touques et les maîtres du pays de Bouc. Dans les terres de l'ouest d'Eriador, entre les monts Brumeux et les monts de Lun, les hobbits trouvèrent tant des hommes que des elfes. En fait, demeuraient là en restant des Dunedain, les rois des hommes qui vinrent par la mer de Louis-Tronès, mais ils diminuaient rapidement, et les terres de leur royaume du Nord retombaient partout en friche. La place ne manquait pas pour de nouveaux arrivants, et les hobbits ne tardèrent pas à s'établir en communauté ordonnée.
La plupart de leurs premiers établissements, depuis longtemps disparus, étaient oubliés à l'époque de Bilbon, mais l'un des premiers à prendre de l'importance avait persisté, bien qu'en dimension réduite. Il se trouvait à Bray, au milieu de la forêt de chais, à quelques 40 milles à l'est de la comté. Ce fut sans nul doute en ces temps anciens que les hobbits apprirent leurs lettres et commencèrent à écrire à la manière des Dúnedain, qui avaient eux-mêmes acquis longtemps auparavant cet art des elfes. Et à cette époque, aussi, ils oublièrent les langues qu'ils pouvaient avoir parlées antérieurement pour adopter dorénavant le langage ordinaire nommé Wistren, courant dans tous les territoires des rois de l'Arnor au Gondor et le long de toutes les côtes de la mer, de Belfalas à la Lune. Ils conservèrent néanmoins quelques mots à eux, ainsi que leurs propres appellations pour les mois et les jours, et un grand fond de noms personnels du passé. C'est vers cette époque que, chez les hobbits, la légende commence à devenir de l'histoire avec une datation des années. Car ce fut en l'an 1601 du Troisième Âge que les frères Palmarchon et Blancon partirent de Bray, et après avoir obtenu la permission du grand roi de Fornost, ils franchirent la rivière brune Baranduin avec une grande suite de hobbits. Ils passèrent par le pont des Arbalètes, qui avait été construit du temps de la puissance du royaume du Nord, et prirent tout le territoire au-delà pour y résider, entre la rivière et les monts reculés. Ils eurent pour seule obligation de maintenir en bon état le grand pont, ainsi que tous les autres ponts et les routes, de faciliter le voyage des messagers du roi et de reconnaître sa suzeraineté. Ainsi débuta la datation de la comté, car l'année du passage du Brandevin, c'est ainsi que les hobbits modifièrent le nom, devint l'an 1 de la comté, et toutes les dates suivantes furent calculées en conséquence. Les hobbits occidentaux tombèrent aussitôt amoureux de leur nouveau territoire. Ils y demeurèrent et ne tardèrent pas à sortir des réchefs de l'histoire des hommes et des elfes. Tant qu'il y eut un roi, ils furent nominalement ses sujets, mais ils étaient gouvernés en fait par leur propre chef et ils ne se mêlaient en aucune façon des événements du monde extérieur. Lors de la dernière bataille, à Fornost, avec le seigneur magicien Dangmar, ils envoyèrent des archers au secours du roi, ou tout au moins est-ce ce qu'ils soutenaient, encore qu'on n'en trouve aucune trace dans les annales des hommes. Mais dans cette guerre, le royaume du Nord prit fin. Les hobbits gardèrent alors le pays pour leur propre compte et ils choisirent parmi leurs chefs un Thing pour détenir l'autorité du roi disparu. Là, durant 1000 ans, ils furent peu troublés par les guerres. Ils prospérèrent et se multiplièrent après la peste noire, jusqu'au désastre du long hiver et la famine qui s'ensuivit. Des milliers de gens périrent alors, mais les jours de disette, 1158 à 60, étaient depuis longtemps passés à l'époque de ce récit, et les hobbits étaient de nouveau accoutumés à l'abondance. La terre était riche et favorable, en dépit d'un long abandon avant leur arrivée. Elle avait été auparavant bien cultivée, et le roi y avait eu de nombreuses fermes, des terres à blé, des vignes et des bois. Le pays s'étendait sur 40 lieues des hauts reculés au pont du Brandevin, et sur 50 des landes du nord au marais du sud. Les hobbits le nommèrent la comté, comme région placée sous l'autorité de leur Thane et district d'affaires bien ordonné. Là, dans cet agréable coin du monde, ils menèrent l'affaire bien ordonnée de leur vie et ils s'occupèrent de moins en moins du monde extérieur où évoluaient de sombres choses, au point qu'ils en vinrent à penser que la paix et l'abondance étaient de règles dans la terre du milieu et de droit pour tous les gens sensés. Ils oublièrent ou négligèrent le peu qu'ils avaient jamais su des gardiens et des peines de ceux qui avaient rendu possible la longue paix de la comté. Ils étaient en fait à l'abri, ils en avaient perdu le souvenir. Jamais les hobbits d'aucune sorte n'avaient été belliqueux et ils ne s'étaient jamais battus entre eux. Dans les temps anciens,
Ils avaient souvent été obligés, bien sûr, de se battre pour soutenir dans un monde dur. Mais à l'époque de Bilbo, c'était de l'histoire très ancienne. La dernière bataille avant le début de ce récit est en fait la seule chose qui eût jamais été livrée à l'intérieur de la comté et datée d'un temps immémorial. C'était la bataille des Champs Verts, dans laquelle Bandobrastouk défie une invasion d'orques. Même le climat s'était fait plus doux, et les loups qui, autrefois, pendant les hivers rigoureux, descendaient du nord en quête de leur proie, n'étaient plus qu'un conte de bonnes femmes. Ainsi bien qu'il y eût encore une certaine quantité d'armes dans la comté, ne servaient-elles surtout que comme trophées. Suspendues au-dessus des cheminées et sur les murs, ou rassemblées au musée du Grand Cave. On appelait celui-ci la maison d'hématome, car tout ce pourquoi les hobbits n'avaient pas d'usage immédiat, mais qu'ils ne voulaient pas jeter, ils le nommaient hématome. Et maint cadeau qui passait de main en main était de cette sorte. Le bien-être et la paix avaient néanmoins laissé à ce peuple une étrange endurance. Ils étaient, si les choses en venaient là, difficiles à abattre ou à tuer. Et peut-être la raison pour laquelle ils aimaient si insatiablement les bonnes choses était telle qu'ils pouvaient s'en passer en cas de nécessité. Ils étaient capables aussi de survivre au plus dur assaut du chagrin, de l'ennemi ou du temps, au point d'étonner qui, ne les connaissant pas bien, ne regardaient pas plus loin que leurs panses et leurs figures bien nourries. Quoique lents à la querelle et ne tuant aucun être vivant pour le plaisir de la chasse, ils étaient vaillants quand ils étaient acculés et, au besoin, ils savaient encore manier les armes. Ils tiraient bien à l'arc, car ils avaient l'œil perçant, et ils frappaient juste, et pas seulement avec l'arc et des flèches. Quand un hobbit se baissait pour ramasser une pierre, il était bon de se mettre vivement à couvert, comme le savaient bien tous les animaux intrus. Les hobbits avaient tous vécu à l'origine dans des trous creusés dans le sol, ou tout au moins le croyaient-ils, et c'est dans de telles demeures qu'ils se sentaient le plus à l'aise. Mais avec le temps, ils avaient dû adopter d'autres formes d'habitation. De fait, dans la comté au temps de Bilbo, seuls en général les plus riches et les plus pauvres maintenaient l'ancienne coutume. Les plus pauvres continuaient à vivre dans des terriers de l'espèce la plus primitive, de simples trous en vérité, à une seule fenêtre ou sans fenêtre, tandis que les gens cossus construisaient des versions plus luxueuses de simples excavations d'autrefois. Mais les sites convenables à ces vastes tunnels ramifiés ne se trouvaient pas n'importe où. Ou dans les terrains plats et les régions basses, les hobbits, à mesure qu'ils se multipliaient, commencèrent à construire en surface. En fait, même dans les régions accidentées et dans les villages les plus anciens, tels qu'Hobbitbourg ou Bourg de Touques, ou dans la commune principale de la comté, Grand Cave sur les Blancs-Hauts, il y avait à présent nombre de maisons de bois, de briques ou de pierre. Elles étaient particulièrement en faveur auprès des meuniers, des forgerons, des cordiers, des charrons et autres artisans, car même quand ils avaient des trous à habiter, les hobbits avaient dès longtemps accoutumé de construire des hangars et des ateliers. L'habitude de construire des fermes et des granges avait, selon la tradition, pris naissance parmi les habitants du Maresque, sur les bords de Brandevin. Les hobbits de cette région, le quartier de l'Est, étaient assez grands, lourds de jambes, et ils portaient des bottes de nains par temps boueux. Mais de notoriété publique, ils avaient une grande part de sang fort, comme il se voyait bien au duvet que nombre d'entre eux portaient au menton. Nul pied velu et nulle pâle n'avait trace de barbe. En fait, les gens du Maresque et du pays de Bouc, à l'est de la rivière, qu'ils occupèrent par la suite, arrivèrent pour la plupart postérieurement dans la cité, dans la comté, venant du sud, et ils ont encore maint nom particulier et maint mot étrange qui ne se rencontrent par ailleurs dans la comté. Il est probable que l'art de construire provint comme bien d'autres des Dunedains, mais les hobbits ont pu l'apprendre directement des elfes, les maîtres des hommes dans leur jeunesse. Car les elfes de haute lignée n'avaient pas encore abandonné la terre du milieu,
et il résidait encore à cette époque au Havre-Gris, dans l'ouest, et à d'autres endroits accessibles de la comté. On pouvait encore voir 3 tours des elfes d'âge immémorial sur les collines des Tours, au-delà des marches de l'ouest. Elles brillaient au loin au clair de lune. La plus haute était la plus éloignée, et elle se dressait isolée sur une butte verte. Les hobbits du quartier de l'ouest disaient que du haut de cette tour on pouvait voir la mer, mais on ne sache pas qu'aucun hobbit y ait jamais grimpé. En vérité, peu de hobbits avaient jamais vu la mer ou navigué dessus, et encore bien moins étaient jamais revenus pour la raconter. La plupart d'entre eux considéraient même les rivières et les petites embarcations avec une grande méfiance, et rares étaient ceux qui savaient nager. À mesure que les jours de la comté s'étendaient, les hobbits eurent de moins en moins de rapports avec les elfes. Ils commencèrent à les craindre et à se défier de ceux qui les fréquentaient. La mer devint parmi eux un mot redoutable, un signe de mort, et ils détournèrent le visage des collines de l'ouest. Peut-être l'art de construire vint-il des elfes ou des hommes, mais les hobbits l'appliquèrent à leur façon. Ils n'élevèrent pas de tours, leurs maisons étaient habituellement longues, basses et confortables. Les plus anciennes n'étaient en fait qu'une imitation bâtie des smiales, couvertes d'herbes sèches, de paille ou de tourbe. Avec des murs quelque peu bombés, ce stade appartenait toutefois au premier temps de la comté, et la construction hobbit s'était depuis longtemps modifiée, améliorée grâce à des procédés appris des nains ou découverts par eux-mêmes. Une préférence pour les fenêtres et même les portes rondes était la principale particularité subsistante de l'architecture hobbit. Les maisons et les trous des hobbits de la comté étaient souvent vastes et habités par des familles nombreuses. Bilbon et Frodon Sake, célibataires, étaient très exceptionnels, comme en bien d'autres matières, par exemple leur amitié avec les elfes. Parfois, comme dans le cas des Touques, des Grands Smiels ou des Brandeboucs de Châteaubrand, de nombreuses générations de parents vivaient ensemble en paix, dans une seule demeure ancestrale, à nombreuses galeries. Les hobbits étaient tous, et dans tous les cas, attachés au clan, et ils tenaient un compte extrêmement soigneux de leur parenté. Ils dressaient des arbres généalogiques longs, compliqués, aux branches innombrables. Quand on a affaire aux hobbits, il est important de se rappeler qui est parent de qui et à quel degré. Il serait impossible de donner dans ce livre un arbre généalogique qui ne comprenne même que les membres les plus importants des principales familles à l'époque où se déroule le présent récit. Les généalogies qui se trouvent à la fin du livre rouge de la Marche de l'Ouest forment à elles seules un petit livre, et tous, autres que les hobbits, les trouveraient extrêmement fastidieuses. Eux se délectaient de pareilles choses, si elles étaient exactes, ils aimaient avoir des livres remplis de choses qu'ils savaient déjà, posées nettement et sans conteste. Voilà. C'était tout pour la première partie de ce prologue du Seigneur des Anneaux. Je sortirai la deuxième partie demain ou après-demain. Donc, si la vidéo vous a plu, que ma façon de lire vous plaît, et que le concept vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo, à vous abonner et activer la cloche pour la suite. Je compte sur vous, c'est important, ça me sert à savoir si ce que je fais plaît ou si je dois changer mes méthodes. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous aimeriez que je change quelque chose dans mes vidéos. Le volume du micro, ma façon de parler, si vous voulez que je fasse plus de tapping pendant que je lis, ou d'autres choses. N'hésitez vraiment pas, les commentaires c'est là pour ça. Je vous souhaite à tous